sais pas si j'ai fini par m'habituer à ça, mais c'est pas vrai. Je suis ici. Donc, je crois que je suis ici cette fois-ci. Donc, bon retour sur notre plateforme, bonne fête et, euh, comme aujourd'hui, nous allons continuer notre échange sur l'intérêt euh, l'intérêt d'utiliser les méthodes de physique de terrain dans l'agriculture. Aujourd'hui, ça va pas être directement lié parce que nous allons faire un essai sur une base de données euh, synthétique. Enfin, c'est pas vraiment synthétique, ce sont les données qui ont été collectées sur le terrain, mais qui ont été mises à disposition par celui qui a développé l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, il sera question pour nous de prendre des données de conductivité du sol et des données de conductivité du sol et essayer de faire une petite modélisation de la distribution spatiale de la conductivité électrique. On va aussi observer comment ça varie en allant de la surface vers une profondeur. Donc, sans trop tarder, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Nous allons le voir ensemble pour ceux qui vont réessayer. J'imagine que vous allez devoir écouter la vidéo une fois avant d'essayer de reproduire ce que j'ai fait. Donc, pour ceux qui vont réessayer, comme ceux qui seront en train de reproduire ce que j'ai fait, nous allons évoluer ensemble. Pour ceux qui vont juste suivre, nous allons aussi évoluer ensemble. Ok. Attends, je pense sans trop tarder. Ok. Vraiment. Donc, d'abord, je vais me mettre parce que j'ai besoin de. Ok, je vais me mettre ici. Ouais, j'ai besoin de voir les menus. Ouais. Ok. Dans un premier temps, ce qu'il te faut, ou bien ce qu'il vous faut, ou bien ce qu'il nous faut quand on utilise le logiciel. En passant, le logiciel, il s'appelle LimatyPy. C'est un logiciel qui a été développé pour le traitement des données électromagnétiques. Ici, principalement parce que, à ma connaissance, en tout cas, ce logiciel ne fonctionne que pour des données collectées par un type d'instrument particulier. Ça s'appelle le IMX, on va dire ça comme ça. Il y a le EM38, il y a le EM31, il y a le EM32, si je ne me trompe pas. Je vais devoir encore vérifier, mais pour sûr, il y a le EM38 et le EM31. Le EM38, je pense qu'il y a deux gammes. La gamme que je maîtrise le mieux, c'est le EM38K2, MK2, pardon. Et le EM31, je pense qu'il y a aussi une variété de gamme. Mais qu'est-ce que ces instruments font? Ces instruments collectent la conductivité électrique avec une configuration trois, on va dire comment, trois capteurs, si je veux dire, ou bien trois transducteurs. Le premier est un transmetteur et les deux autres sont des receveurs. Donc, la transmission est effectuée et les deux autres mesurent euh, le champ électromagnétique qui est secondaire après bon, en fait, le transmetteur envoie, je pense que j'essaie d'expliquer ça la dernière fois, le transmetteur envoie un champ électromagnétique, mais je vais dire c'est une composante magnétique du champ électromagnétique qui traverse l'information et ce champ va perturber le champ qui était là avant que le champ transmis n'arrive. Et les capteurs vont mesurer la perturbation. Donc, c'est un champ secondaire que les capteurs mesurent. Et c'est une perturbation du champ existant dans le champ environnant. Et à partir de cette mesure, la conductivité des formations souterraines sont inférées. Et ces instruments, en général, mesurent aussi la phase entre le champ électrique et le champ magnétique. Et c'est la phase ou bien c'est l'inphase. Je pense que c'est l'inphase. Et puis, cette valeur est souvent utilisée pour déduire la susceptibilité magnétique. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur
la conductivité électrique qui est mesurée par ces équipements. Et nous allons essayer d'établir un modèle de variation en surface et en profondeur de la conductivité électrique d'une zone qui a été, euh, on va dire, une zone d'investigation. Donc, avant de commencer, je vais juste de façon sommaire, comme ça, présenter le menu. Vous avez un menu ici pour la modélisation directe. Modélisation directe implique définir un modèle de terrain, ça veut dire définir un modèle, ça peut être un nombre de couches et puis des valeurs de départ de conductivité électrique pour chacune des couches. Ça peut être une équation que vous utilisez pour dérouler l'équation et avoir une variabilité de la conductivité de terrain. La conductivité de votre zone, de la profondeur, de la surface en jusqu'à une certaine profondeur donnée. Donc, ce menu-ci est utilisé pour ça. Le menu suivant, c'est pour importer les données de terrain. Donc, quand vous avez votre modèle direct, en général, vous voulez calibrer le modèle direct avec les données de terrain. Et ici, vous pouvez importer le modèle de terrain. Et ici, je pense que vous ne pouvez pas dérouler à proprement parler votre modèle direct si vous n'avez pas de modèle de calibration. Ça veut dire que même quand vous importez, même quand vous n'avez pas, je veux dire, vous avez besoin d'importer et même si vous ne calibrez pas, vous avez besoin d'importer avant de pouvoir définir votre modèle direct. Sinon, il va vous signaler une erreur. Déjà, il faudra encore se rassurer que vous pouvez ne serait-ce dérouler qu'une fois le modèle direct. Parce que je pense que même quand vous avez la géométrie de votre modèle direct, très souvent on parle de la structure du kernel. Quand vous avez votre opérateur kernel, je ne sais pas comment il dit ça en français, mais c'est souvent appelé le kernel. Quand vous avez votre kernel, vous avez quand même besoin de données pour pouvoir, de certaine manière, essayer de calibrer votre modèle. Donc, après, il y a la calibration à partir d'une tomographie électrique. Ceci, c'est quoi? C'est vous mesurez les données de conductivité électrique. Et par la suite, ce que vous faites, c'est que vous calibrez ces données-là avec une tomographie électrique. Vous savez que la résistivité et la conductivité sont inversement proportionnelles. Donc, avec des résistivités du terrain qui vont un peu plus en profondeur, vous pouvez calibrer vos données de conductivité. Et la modélisation de l'erreur est utilisée en général lorsque vous voulez avoir une idée de ce qui peut poser problème lorsque vous allez faire votre inversion. Et ici, vous pouvez visualiser et essayer d'anticiper sur ces erreurs-là. La suite, c'est la configuration de votre modèle inverse. La configuration de votre modèle inverse passe par l'utilisation encore, d'une fonction kernel que vous allez dérouler dans votre modèle inverse, mais pour la dérouler, il faut que vous la calibrez, que vous initialisez votre inversion. Et vous avez l'inversion proprement parlée, vous choisissez un solveur. Ici, vous voyez, vous avez le choix de modèle direct. Ici, vous avez le choix de solveur pour l'inversion. Ici, vous avez le facteur de, facteur d'aplatissement vertical et facteur d'aplatissement horizontal. Qu'est-ce que ceci signifie? Aplatir une donnée verticalement signifie que vous voulez une transition régulière entre les valeurs sur l'axe vertical. Ça veut dire que dans votre modèle, vous voulez voir une bonne transition entre des fortes et des faibles conductivités le long de la verticale. Et c'est pareil pour l'aplatissement horizontal. Donc, vous voulez voir une bonne transition entre les fortes et les faibles conductivités sur l'axe horizontal. La régularisation, c'est le type de lorsque vous résolvez un problème inverse, vous pouvez résoudre le problème inverse au sens des nombres carrés de la norme L2, comme ici, ou alors au sens de la norme L1, ou alors au sens de la norme Ln. Je ne vais pas trop entrer dans les détails avec ce que ça signifie, mais pour couper court, il y a une grandeur que vous essayez de minimiser qui est la distance entre votre modèle et les données du terrain. Cette grandeur peut être minimisée au sens de l'écart direct ou l'écart absolu entre ces deux modèles.
ou bien alors la puissance de l'écart entre ces deux modèles. L'écart direct ou absolu entre ces deux modèles, c'est la norme L1. La puissance de cet écart, c'est la norme L2. Lorsque vous n'avez pas un bon accord entre les deux, pour une norme L1 et une norme L2, vous pouvez toujours respirer à une norme supérieure et utiliser un modèle généralisé, pardon. À ce moment-là, vous allez travailler avec, par exemple, l'aplatissement de cette distance, dans L3, ou alors la symétrie de cette distance, la norme L4, voilà, ainsi de suite. Plus vous élevez le degré de cette distance-là, plus vous changez l'interprétation, mais seulement ça joue aussi beaucoup sur la stabilité de votre solveur. Donc, c'est un choix très critique à ce niveau. Donc, nous allons commencer ici par importer les données. L'importation, on va utiliser les données qui sont déjà euh, euh, des exemples de données provenant de développeurs de l'application. Et nous allons utiliser ce qui est ici. Et nous allons prendre ceci. Quand vous importez les données de conductivité électromagnétique, en général, ça ressemble à ça dans ce logiciel. Ce que vous voyez ici, VCP et HCP, c'est tout simplement le mode de connexion. Donc, ces instruments peuvent être utilisés en mode vertical ou horizontal. VCP, c'est vertical, le protocole de mesure verticale, et HCP, c'est le protocole de mesure horizontale. Le 0.32, 0.71 et 1.18, c'est l'espace entre les, les, les receveurs et le transmetteur. Donc, le 0.32, c'est celui qui a été mesuré en utilisant le receveur qui a 0.32 mètres du transmetteur. Le 0.71, c'est la valeur qui a été mesurée en utilisant le receveur qui a 0.71 mètres du transmetteur. Et le 1.18, c'est la valeur qui a été mesurée en utilisant le receveur qui a 1.18 mètres de transmetteur. On va avoir plus tard. Il y a des instruments, je pense que le IM31 a une configuration qui peut avoir des espacements de plus de 2 mètres. Donc, ça dépend des instruments que vous utilisez. Quelque chose qui est important à soulever ici, c'est que ces noms ne sont pas aléatoires. Ça veut dire que si vous avez une base de données que vous voulez traiter avec ce logiciel, faites attention à comment vous nommez les noms de chaque problème. C'est comment vous nommez les champs de chaque problème. Donc, déjà, c'est comme une norme. Je vous invite à partir faire une recherche sur Google pour savoir comment utiliser ce logiciel. Déjà, la structure de données qu'il faut importer, c'est très délicat. Si vous n'avez pas la bonne structure, le logiciel n'a pas bien construit. Donc, la première colonne devrait être, la première colonne devrait être la coordonnée X, la deuxième colonne, la coordonnée Y, la troisième colonne devrait être, quand je parle de coordonnées X et coordonnées Y, ça veut dire que si vous travaillez avec longitude, latitude, il va reconnaître longitude, latitude, mais faites attention. Parce que dans votre modèle inverse, longitude et latitude sont utilisés pour calculer les distances. Vous n'êtes pas sûr que dans le système QVL, les distances ont un même impact que dans un système métrique. Je vais dire dans un système cartésien, pardon, puisque les deux sont métriques. Donc, si vous avez des longues lattes, mon conseil, convertissez vos longues lattes en TM pour avoir des coordonnées métriques et dans un système cartésien. Et là, vous allez pouvoir utiliser ça ici sans à vous poser des questions sur ce que c'est que l'impact que ça va avoir si vous utilisez le long latte. Ça, c'est mon conseil. Vous êtes libre à la fin, vous êtes libre de procéder selon votre expérience, selon votre expertise. Et ce qui suit, la troisième colonne devrait être une des mesures. Donc, le VCP, je rappelle encore, le VCP, c'est pour dire protocole de mesure verticale. Si vous n'utilisez pas un protocole de mesure horizontale, ça n'a pas de problème. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des HCP. Mais si vous utilisez, par exemple, le VCP uniquement, le nom de la troisième colonne va commencer par VCP et ça doit se suivre de façon collée par l'espace entre, l'espace entre le transmetteur et le receveur en particulier qui a mesuré cette donnée. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Si au lieu de VCP 0.32, je mets VCP 1.18, ça veut dire que j'ai bien dit au logiciel que le VCP ici,
c'est pour les donner dans euh, un espace entre transfert de 1,18 mètres. Si après le 1,18, je mets quelque chose, il y aura un problème de lecture. Donc, si je mets VCP 1,18X, moi, je ne sais pas trop quoi, il y aura un problème de lecture. Vous allez voir qu'il y aura un problème de lecture. Vous pouvez essayer, vous allez voir. Donc, respecter la norme du format de données avant d'importer. Ça, c'est une chose. Et ensuite, quand vous avez importé vos données, vous avez ceci. Euh, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails de ce que c'est ça, ou bien ce que c'est ça, ou bien ce que c'est, je sais pas tous ces boutons-là. Je vais juste vous parler de ce que vous pouvez faire avant de commencer à penser à votre immersion, que nous pouvons faire, je rappelle, sans avoir besoin de faire une modélisation directe. Donc, vous voyez ces pics dans n'importe quel système, ces pics seront source d'ambiguïté, n'est-ce pas? Parce que ces pics peuvent être une réponse naturelle au signal que vous avez envoyé dans le sol, tout comme ça peut être un bruit artificiel. Mais parce qu'il y a très peu comme ça dans la donnée qui a été collectée, il est préférable de les retirer. Voilà. Si je clique sur celui-ci, je peux le, je peux l'effacer. Donc, je peux cliquer sur Delete Point, ça va l'effacer. Pareil que si je clique sur celui-ci, je vais aussi l'effacer. Il va rester celui-ci. Je vais cliquer dessus, ça va aussi l'effacer. Remarquez que quand vous sélectionnez un point et que vous l'effacez, vous effacez les valeurs correspondantes sur tous les autres champs, de sorte qu'il n'y ait pas un problème de taille de vecteur, parce que c'est important. Quand vous utilisez un solveur déterministe pour faire vos inversions, la taille des vecteurs va aussi contrôler la stabilité de votre solveur. Si vous avez un solveur qui joue beaucoup avec les valeurs dans une table donnée, si vous avez dans cette table des colonnes qui sont de taille différente, ça peut poser problème à votre solveur. Une autre chose que vous pouvez faire, Une autre chose que vous pouvez faire, c'est visualiser vos données sous forme de pseudo-section. Alors, ici, vous visualisez sous forme de pseudo-section et qu'est-ce que vous voyez? C'est une variabilité de la conductivité électrique. Euh, sinon, j'ai un peu, ok. Une variabilité de la conductivité électrique de la surface jusqu'à 1,8 mètres de profondeur. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On peut visualiser aussi cette donnée de conductivité électrique sous forme de carte. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez juste remplir le contour, avoir les lignes de contour remplies et avoir, c'est vraiment pas beau, mais je ne pense pas que c'est important pour vous de voir que Jacquard, n'est-ce pas? Et ici, vous pouvez visualiser avec les différents séparateurs. Donc, il y a le 0,71, 0,18, et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Quand vous changez le séparateur, la carte change, la profondeur a changé, la carte change. Donc, ça vous permet d'avoir déjà une idée de la relation de la conductivité électrique de la surface jusqu'à un certain niveau de profondeur. Et en fonction du mode aussi, ça c'est le mode vertical, en fonction du mode, vous avez un différent résultat. Tout ceci est généralement utilisé pour affiner votre interprétation de vos données quand vous voulez faire une étude. Si nous sommes intéressés par les zones de faible conductivité, parce que nous pensons que ces zones-là ont très peu de porteurs, voici une zone qu'on peut commencer à étudier, n'est-ce pas? On peut venir échantillonner ici. Si nous avons un intérêt que nous portons sur les zones de très forte conductivité, parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de porteurs là-bas, voici cette zone-là, n'est-ce pas? On peut venir commencer à faire l'échantillonnage ici. Donc, ceci, c'est bien avant que nous ayons notre inversion. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations que nous pouvons utiliser avant de commencer à faire une inversion. Donc, je disais, tantôt, je ne vais pas toucher la calibration à l'aide d'une tomographie. Je ne vais pas toucher la modulation de durée. Je ne vais pas toucher la modulation directe parce que je vais faire une modulation directement à partir d'un modèle de base. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On définit la structure de notre modèle initial. On veut un modèle qui a, disons, 12 couches différentes.
on veut observer la variabilité de la conductivité électrique à 12 seuils. Faites attention ici, ce n'est pas le nombre de couches d'informations liturgiques. Ça, c'est le nombre de paliers pour lesquels nous voulons observer la conductivité électrique. C'est très différent d'un modèle géologique, un modèle géologique initial. On veut une épaisseur pour ces modèles. Ici, c'est très important. On a envie d'observer la conductivité, disons, de la surface jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et on veut savoir euh, quel, si on veut 12 couches entre 3, 0 et 3 mètres de profondeur, on veut savoir quelle serait l'épaisseur appropriée pour euh, avoir 12 couches de 0 à 3 mètres. Si je dis juste que je veux 12 et je veux 0,5 d'épaisseur, vous allez voir qu'on va traverser les 3 mètres ici. On va aller jusqu'à 5,5 et on sera obligé de la couche numéro 1 pour la couche numéro 1 pour la couche numéro 6. Donc, je peux laisser ça comme ça et travailler avec celui-ci sans aucun problème. Juste une chose avant qu'on continue. Vous allez remarquer qu'ici, à la case qui correspond aux profondeurs la profondeur celle de le seuil ou la profondeur du seuil, la profondeur du niveau, du niveau où on va observer la conductivité électrique. C'est quand même parfois embêtant. Là, je veux dire quelque chose, il y a le mot en français et le mot en anglais qui se mélangent dans ma tête. OK. Dans la profondeur à laquelle vous observez la conductivité électrique, vous voulez qu'elle soit fixe. La raison, c'est pourquoi, c'est que vous ne voulez pas que votre modèle tourne trop à réfléchir quelle est la limite de la couche qui a une valeur spécifique de conductivité électrique. Et vous voulez ce niveau de profondeur fixe, mais vous voulez que la conductivité varie, par exemple, de 0 à 0,5. Donc, c'est pour ça qu'ici, rien n'est fixé, mais ici, tout est fixé. Avant de donner votre inversion, vous avez besoin du facteur vous avez besoin du facteur d'applatissement vertical. Ce facteur, vous l'obtenez quand vous déroulez une première calibration de votre modèle. Et ici, ça évalue tout simplement l'écart que vous avez entre le modèle et les données. Et les valeurs de coefficient d'applatissement, vous lisez ça ici sur la courbe. Normalement, vous voulez une valeur qui est quelque part ici. C'est un peu comme lorsque vous interprétez une courbe de Pareto. La courbe de Pareto, en général, vous voulez choisir une solution sur cette courbe qui est quelque part ici, au centre de votre courbe, au centre de la parabole. C'est une parabole ici. Au centre de votre courbe. Donc, ça veut dire que quand je vais vouloir définir les valeurs de coefficient d'applatissement vertical, je vais utiliser 0,13. Donc, vous venez ici avec un coefficient d'applatissement vertical de 0,13. On peut laisser le type de modèle direct et le solveur intact. On peut aussi laisser la variation latérale à 0 parce qu'on va dire on ne veut pas d'aplatissement de données sur l'horizontale. Le nombre d'itérations, c'est 15 pour le moment, mais on va mettre ça à 10. Et nous allons utiliser une inversion sans élément de part. Donc, presque tout le temps inversion, et on attend que l'inversion finisse. Pour bien se terminer. Donc, quand c'est terminé, vous avez un résultat comme celui-ci. Le résultat, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose une seule section entre guillemets. Ça, c'est pas vraiment une seule section parce que ce qui s'appelle ici, ça vous montre juste la variabilité de la conductivité électrique de la surface de la profondeur à la base de toutes les données mesurées. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a la répétition euh, je vais appeler ça, cette empreinte numérique. Et on utilise le terme en anglais, c'est features. Ça. Et puis en français, ça m'échappe. Voilà. Vous pouvez visualiser ça sous forme de contour.
vous allez voir ce que je disais, la répétition de ce truc, ce patch. Ce patch, c'est plus, c'est, ou alors, vous pouvez visualiser les résultats sous forme de carte. Et là, vous avez la couche, la première couche, c'est la couche que vous observez si vous revenez ici, de 0 à 0,5. C'est ça la couche numéro 1. Et la couche numéro 2 sera la couche de 0,5 quelque chose. Et la couche numéro 3 sera autre chose. La couche numéro 4, autre chose. La couche numéro 5, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a à la surface une distribution spatiale de la conductivité. Mais remarquez toute cette zone-ci et remarquez et regardez comment est-ce que la conductivité est en train de changer dans cet endroit. C'est de descendre plus loin. Vous voyez que les faibles conductivités sont en train de se dissiper au fur et à mesure que vous descendez en profondeur. Donc, de cette façon, vous pouvez évaluer la dispersion de votre conductivité électrique en surface et en profondeur en même temps. Et si vous avez par la suite des échantillons de sol, vous pouvez faire une corrélation entre les zones de forte conductivité et les associations minérales. Il a failli faire quelque chose. Les associations minérales dans votre zone d'étude et par la suite, vous pouvez faire une corrélation entre ce qui est fort de la conductivité et ce qui est forte ténor. Et c'est comme ça que vous avez dit, par exemple, que s'il y a une forte concentration, et puis c'est responsable de forte conductivité. Et puis après, quand vous faites un monitoring, vous savez que si cette conductivité continue d'augmenter, c'est qu'il y a de fortes chances que ce qui devient une forte concentration a encore augmenté. Par contre, si ça diminue, c'est que ce qui est en forte concentration a diminué. C'est comme ça que vous pouvez utiliser les deux. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Après, vous pouvez visualiser aussi votre modèle en 3D. Je ne sais pas trop qui aura envie de faire ça, mais si vous voulez le faire, voilà. Ce qui est bien ici, c'est que ça vous donne aussi un aperçu de comment est-ce que, par exemple, la conductivité a changé de la surface de la profondeur. Regardez ici. On a encore ce jaune là, mais ce jaune est en train de se dissiper au fur et à mesure qu'on descend. Et vous allez voir que plus on descend en profondeur, plus la conductivité devient un peu plus régulière. Ça veut dire que la perturbation de notre champ agricole, vous pouvez aussi l'observer jusqu'à un niveau de profondeur et voir à quel niveau de profondeur votre terrain est un peu plus uniforme que les couches superficielles. Ceci peut être utilisé pour faire quoi? Je vous pose la question. Quelqu'un me dit, ça peut être utilisé pour délimiter l'épaisseur de la couche submergée. Peut-être. Ça peut aussi être utilisé pour regarder à quel niveau on peut creuser pour avoir la première couche de base, la première couche de support. Hein. J'ai vraiment des problèmes avec le switch, le terme en anglais est tellement facile. Lorsqu'on construit la route, il y a cette couche-là qu'on recherche en général, qui est la couche qu'on suppose stable, suffisamment stable pour supporter la route. Parce que la route même, c'est une succession de couches. Mais généralement, on creuse, on racle le sol pour retrouver la partie la partie de la route qui est suffisamment stable, qu'on appelle la couche de basement. Couche de support. Donc, la conductivité électrique peut aussi aider à déterminer la profondeur de terre à tirer avant d'atteindre ce niveau-là de papa. Donc, avec ceci, je vous dis, nous allons nous arrêter là pour la session d'aujourd'hui. Dans les prochaines sessions, nous allons revenir sur d'autres aspects de la géophysique que nous n'avons pas pu produire ici, qui peuvent aussi être utilisés en agriculture et pourquoi pas dans l'environnement. Et nous allons progressivement transitionner parce que ici, nous n'avons pas discuté certains éléments de ce résultat, comme par exemple, vous avez un résultat, mais vous n'avez pas une incertitude de ce résultat. Qu'est-ce qui vous dit que ce résultat est certain après inversion? En général, pour des domaines comme l'agriculture et l'environnement en général, quand vous avez un résultat, vous avez aussi besoin d'un modèle d'incertitude. Si je dis par exemple que la conductivité en ce point est de 26 millisiemens par mètre, quelles sont les chances pour que cette valeur soit réaliste? Donc, il faut ça. Et
et pourquoi pas donner un intervalle dans lequel on pense que si les valeurs n'est pas réalistes, au moins, c'est que la vraie valeur est dans cet intervalle. Donc, je pense que ceci sont les aspects que nous n'avons pas couvert aujourd'hui, mais que dans les prochaines séances, nous allons couvrir. Donc, comme je vous dis, restez, restez avec nous, restez connectés. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous à notre plateforme, abonnez-vous euh, à notre chaîne YouTube. Parfois, nous publions des choses avec que nous ne publions pas ici. Abonnez-vous à notre chaîne Facebook parce que parfois nous avons des, des petits messages, des petits enseignements que nous voulons véhiculer et que nous ne véhiculons pas sur YouTube, c'est pas pourquoi nous le faisons. Je pense que nous pouvons faire les deux. Mais bon, pour ne rien rater, il est préférable de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao.